Donc, comme vous le savez, la Fondation Gates vient tout juste de lancer sa 4e édition de son rapport annuel Goalkeepers. Et pour nous parler aujourd'hui des conclusions de ce rapport, je suis ravie de vous présenter cher Omar Seydi, le directeur pour l'Afrique de la Fondation Gates. Bonjour cher Omar. Nous avons donc aujourd'hui des journalistes présents de Guinée, du Burkina Faso, une grosse délégation du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Togo. Merci à tous d'être présents aussi nombreux. Avant que nous commencions, je souhaiterais faire un petit rappel de comment la session va se passer. Donc, tous les journalistes, vos caméras et vos micros sont coupés. Vous aurez la possibilité de poser vos questions à travers vous avez en bas de votre écran un petit onglet intitulé Q&A. Donc, je vous amène à poser vos questions à cet endroit-là. La conférence de presse sera enregistrée. Vous recevrez un transcript suite à ça. Voilà pour moi. Cher Omar Nangadef, je vous laisse le micro. Merci beaucoup. Bonjour Elouine, et bonjour tout le monde. Je veux seulement d'abord m'assurer que vous me voyez et que vous m'entendez bien. Absolument. On vous voit et on vous entend bien. Merci. Très bien, merci. Donc, je vais d'abord commencer par vous remercier tous d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. En commençant par dire que notre rapport Goalkeepers a été initié en 2017. Et ce rapport a été initié afin de servir de catalyseur pour accélérer les progrès qui sont enregistrés sur les objectifs de développement durable. Alors, cette année, notre rapport prend un accent tout particulier parce que nous tenons absolument à faire en sorte que l'impact négatif du Covid soit vraiment connu. Parce que après 20 ans d'avancées, et c'est des avancées exceptionnelles vers ces objectifs mondiaux qui visent à améliorer non seulement la santé, mais aussi à réduire la pauvreté, le Covid-19 a eu pour effet de stopper malheureusement ces effets. Et les retombées que nous voyons sur le terrain sont des retombées qui sont tout simplement catastrophiques. Pour illustrer cela, le taux de vaccination mondiale est passé de 84 à 70%. Et ça, c'est un recul de 25 ans en seulement 25 semaines. 5 années de progrès dans la lutte contre le paludisme et la tuberculose ont été effacées. Le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, donc qui est calculé sur la base de 1,9 $ de revenus par jour, donc il a augmenté de 7% après plus de 20 années consécutives de déclin. Ce qui est vraiment catastrophique parce qu'en effet, quand on regarde depuis 1990, l'Afrique a amélioré la réduction de la pauvreté avec une diminution de 28% du nombre de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté. Mais d'ici la fin de cette année, au moins 13 millions d'Africains devraient tomber sous le seuil de la pauvreté. Alors, le deuxième message, c'est un accent un peu sur les dommages économiques qui ont été posés, mais qui renforce surtout les inégalités. Alors, l'Afrique subsaharienne va connaître sa première récession en 25 ans. Alors, pour faire face à cette pandémie, les pays du G20 ont mobilisé en moyenne 22% de leur PIB pour les dépenses d'urgence. Alors, la comparaison en Afrique subsaharienne, c'est seulement 3%. Et quand on tient compte du fait que donc, la base sur laquelle ces pourcentages sont appliqués est encore plus faible chez nous, ça veut dire que l'écart est encore plus important. Dans tous les pays concernés, les femmes et les autres groupes vulnérables souffrent de manière disproportionnée. En fait, c'est la conclusion de toutes les pandémies. En fait. 86% des Africains travaillent dans le secteur informel, nous le savons, et les gains de ces travailleurs donc, du secteur informel ont diminué de plus de 80% seulement un mois après que la pandémie nous a frappés.
la troisième en fait, conclusion, quand je pense en fait, aux grands enseignements donc, du rapport que nous venons de sortir, c'est que malgré toutes ces contraintes, il y a quand même eu de l'innovation, des pays qui se débrouillent, essaient de relever le défi. En fait, quand je pense à l'Afrique, ce que l'Afrique a fait dès au départ, c'est de prendre des mesures très difficiles pour faire face à cette pandémie en s'orientant uniquement sur la science, de manière générale. Quand on regarde à travers le monde, des efforts sur la recherche et le développement sont vraiment sans précédent. Plus de vaccins et de candidats thérapeutiques sont en train de se produire de façon assez rapide. Et quand on pense spécifiquement à certaines innovations du COVID-19, on pense par exemple à la mutualisation des tests au Ghana, les tests rapides et abordables dans un pays comme le Sénégal, les traçages des contacts au Vietnam, par exemple. Je peux en citer beaucoup d'autres exemples. Quand on pense au système de transfert d'espèces, qui sont quand même assez importants pour les plus démunis, qui doivent avoir de l'argent rapidement pour s'occuper de leur famille, par exemple. Il y a eu plus de 1 milliard d'innovations, de nouveaux systèmes qui sont créés. Et donc, cette augmentation, c'est dans 138 pays. L'autre message qui est important sur ce rapport, c'est que nous vivons une crise mondiale qui est partagée. Et cette crise mondiale exige une réponse qui est aussi partagée, car le Covid, n'importe où, c'est en fait le Covid partout. Nous pensons que toute tentative d'un pays visant à se protéger tout en négligeant les autres pays est tout simplement vouée à l'échec. Le Covid-19 se propagera tant qu'il n'est pas géré partout. Donc, c'est une maladie vraiment, c'est un fléau sans frontières. Si les 2 premiers milliards de doses de vaccins, et ça c'est une projection, donc sont distribués aux pays riches, au lieu d'être équitablement distribués dans tous les pays, le nombre total de décès pourrait en fait doubler. Enfin, on doit s'unir pour mettre fin justement à cette pandémie et reprendre les progrès qui avaient été réalisés pour atteindre justement ces objectifs mondiaux. Nous pensons que le faire en développant, nous pensons que cela peut se faire en développant et en fabriquant de nouveaux tests de diagnostic, des traitements et des vaccins, et en les distribuant en fonction des besoins des populations, pas par leur capacité justement à payer. C'est une pandémie qui est assez exceptionnelle. On ne peut pas la gérer de cette manière. Il existe plusieurs voies viables que nous voyons pour aider à un résultat qui, nous pensons, est un résultat équitable. Je commence par l'initiative ACT, donc Access to COVID Tools. En fait, c'est l'accès aux moyens de lutter contre la pandémie en termes de thérapeutique, de vaccins, etc. C'est un effort de collaboration sérieux pour mettre fin à cette pandémie. Et c'est fait avec des organisations assez crédibles comme Gavi, l'Alliance sur le médecin, et le Fonds mondial. Il faut aussi que les pays à revenus élevés acceptent, dans cette logique de subventionner, les pays à revenus plus faibles. Et enfin, les sociétés pharmaceutiques devraient proposer des prix qui soient abordables. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et donc, vous redonnez la parole à Elouine, et ensuite de prendre les questions de ceux qui ont bien voulu accepter de se joindre à nous aujourd'hui. En les remerciant encore une fois. Merci. Merci beaucoup, cher Omar. C'est en effet assez troublant de voir à quel point en moins d'1 an, on a tellement reculé
de façon tellement dramatique à cause de cette pandémie qui touche le monde entier. Dites-nous, donc, évidemment, on parle d'une crise mondiale la plus aiguë de notre époque. Elle expose évidemment les faiblesses structurelles et elle exacerbe vraiment les inégalités. Comment, selon vous, les pays peuvent-ils répondre à la fois aux enjeux de santé publique, mais aussi aux besoins de la relance économique? C'est qu'en fait, il y a trois axes, en fait, quand on regarde ces trois axes. Le premier axe, bien entendu, le plus évident qu'on voit sur le terrain avec cette pandémie qui frappe, c'est la lutte contre la pandémie elle-même. Il y a ensuite les soins de santé nécessaires qui souvent sont négligés parce qu'il y a la pandémie. Je parlais tout à l'heure du recul qu'on a connu dans la lutte contre le paludisme. Donc, il y a ça, c'est un autre axe, un autre pilier, un autre axe sur lequel il faut se focaliser. Et bien entendu, il y a donc l'aspect économique. Alors, c'est une situation dans laquelle on ne peut pas se focaliser. En fait, le point que je veux ressortir, c'est que c'est une situation dans laquelle on peut pas se focaliser sur un et oublier les deux autres. Donc, c'est une situation exceptionnelle. Sur l'aspect économique, il y a beaucoup de pays qui ont lancé des stimulus. Il y a des pays qui ont pris certaines décisions, par exemple, en Afrique de l'Ouest, où on permet, par exemple, à des marchands de fruits de ne pas payer de l'eau, de l'électricité ou de réduire ses factures. C'est de prendre des mesures qui sont exceptionnelles pour permettre de réduire le fardeau. Mais quand je pense à l'Afrique spécifiquement, on s'est retrouvé dans une situation dans laquelle la crise économique nous a frappés avant même qu'on revoie justement l'impact négatif de la santé. Donc, pour attaquer ces fléaux, il faut l'attaquer justement sur les trois fronts et ne pas seulement se focaliser sur un. Donc, en fait, c'est ce que je vois. En anglais, on l'appelle the trade-off triangle, où en fait, il faut faire où en fait, on ne doit pas faire le choix entre les trois. D'habitude, les gens font ce choix et pour une fois, on n'a pas le luxe de faire un choix. Il faut se battre sur les trois fronts. Merci. Nous avons une question, je sais que vous en avez parlé rapidement, vous nous avez parlé du Sénégal, mais la question qui nous est posée, c'est dans quelle mesure pensez-vous que le... Non, pardon, excusez-moi, c'est pas la même question. Quels sont selon vous les pays qui ont fait preuve des meilleurs exemples pour gérer la réponse de la pandémie? Écoute, je n'ai pas devant moi une liste. Et donc, c'est un aspect assez dangereux parce qu'en fait, on est en pleine période de crise, on essaie de régler des problèmes. Et donc, se mettre dans une logique de ranking, ça devient un tout petit peu problématique. Par contre, dans la presse, je sais, quand j'ai fait référence tout à l'heure, par exemple, puisque vous parlez du Sénégal, on parle notamment des progrès qui ont été faits par l'Institut Pasteur, qui a été aussi un partenaire de la Fondation, avec des tests qui sont rapides. On parle de certaines décisions qui ont été prises rapidement en tenant compte justement de la science. Et ça, c'est un peu partout en Afrique où nos dirigeants ont décidé de prendre des mesures qui n'étaient pas tellement des mesures que tout le monde voulait, mais qui étaient nécessaires pour arrêter justement le spread de la pandémie. Donc, j'ai parlé justement de la mutualisation du testing au Ghana. Je pense à l'Afrique du Sud où je vis en ce moment où des mesures exceptionnelles ont été prises, comme partout ailleurs, où en fait, il fallait fermer les frontières rapidement. Je pense au Rwanda où je crois que les frontières ont été fermées avant le premier cas ou juste après le premier cas. Alors que quand on regarde dans certains pays développés, le virus s'est beaucoup propagé avant qu'on prenne ce genre de mesures. Donc, c'est le moment pour moi vraiment de féliciter les dirigeants africains qui ont pris des mesures exceptionnelles rapides. Donc, je reviens en Afrique du Sud où il y a eu des mesures qui consistaient
à trouver, à donner des médicaments à des patients chroniques des VIH ou de la tuberculose, qui sont des fléaux qui tuent beaucoup de personnes dans ce pays. Et il fallait le faire rapidement parce que si ces patients devaient se déplacer pour aller prendre le médicament, le Covid pourrait aussi se propager dans les zones dans lesquelles ces déplacements se faisaient. Donc, c'est seulement pour dire que partout en Afrique, enfin, j'ai oublié aussi le Nigeria, où le secteur privé s'est mobilisé en travaillant avec le gouvernement pour mettre en place un fonds de solidarité que nous avons eu ici en Afrique du Sud. Donc, en parcourant l'Afrique, au Kenya, où le président Kenyatta s'est battu contre la violence contre les femmes, donc un fléau qu'on a vu un peu partout en Afrique, y compris en Afrique du Sud, où ce président aussi s'est levé et a dit, ben, écoute, il faut que ça arrête. Donc, je peux vous citer beaucoup d'exemples en disant que, donc je ne vais pas faire de ranking, ça c'est ma réponse, mais il y a eu beaucoup de bons exemples des gouvernements africains qui sont montés sur le créneau et qui ont montré l'exemple. Merci. Nous avons une question de Drissa Traoré, qui travaille pour LCA Télévision, qui vous demande, vous avez fait allusion à la distribution de 2 millions de doses de vaccins. Quel plaidoyer la Fondation pourra-t-elle mener pour faciliter l'accès du vaccin en Afrique subsaharienne? La Fondation travaille d'arrache-pied avec des partenaires mondiaux. Tout à l'heure, je parlais justement de l'initiative du COVAX, ACT Accelerator. Donc, dans cet accélérateur, il y a 3 piliers, il y a 4 piliers. Et l'un des piliers, c'est le pilier COVAX qui consiste à se concerter pour que les vaccins soient accessibles à toutes les populations. Et dans cette logique, il y a des pays du Nord comme des pays du Sud, des partenaires comme Gavi, que je citais tout à l'heure, notre fondation, le groupe de la Banque mondiale. Bon, je vais arrêter de citer parce qu'en citant, on oublie certains partenaires qui sont importants. Mais c'est vraiment une initiative mondiale qui consiste à se regrouper et avoir une conversation sérieuse qui consiste à anticiper donc, le nombre de vaccins qui pourraient être disponibles, à subventionner les pays à revenus faibles et à avoir une certaine couverture de la population de ces pays au fur et à mesure que ces vaccins seront disponibles. Donc, c'est vraiment à peu près, je dirais, le monde entier, peut-être pas tous les pays du monde, mais une bonne partie des pays du monde, du Nord comme du Sud, qui se réunissent autour de cette concertation pour faire des calculs, pour savoir combien les vaccins vont coûter, qui va produire ces vaccins et ce qui va être fait. Donc, il a été lancé en avril, précisément le 20 avril 2020. Et donc, ces conversations continuent. Et dans ces conversations, bien entendu, il y a de la voix de l'Afrique. Donc, c'est des conversations qui continuent, mais l'idée de toutes ces conversations, c'est d'aboutir à un schéma qui permettrait aux pays à revenus faibles, y compris des pays africains, à pouvoir dignement avoir accès à un vaccin le plus rapidement possible et que cet accès ne doit pas être en fonction des moyens qu'un pays peut mettre à côté pour les acquérir, mais surtout en fonction des besoins. Et comme vous devez bien l'imaginer, c'est un mécanisme qui ne doit pas être très simple à mettre en place. Donc, nous faisons confiance à ceux qui sont autour de cette table pour s'entendre sur les modalités donc, de fonctionnement de ce mécanisme. Merci. Nous avons maintenant une question de Élisée de l'Inter à Abidjan, qui a un rapport avec le confinement et qui est une question qui revient régulièrement au niveau de la part des populations.
qui nous dit: on a l'impression que dans les pays africains, les mesures arrêtées en interne pour contrer la maladie ont causé plus de tort, notamment au plan économique, qu'elles n'ont apporté de solution. Est-ce que c'était vraiment nécessaire tout cela? Écoutez, c'est un long débat. Et quel que soit où on se trouve sur ce débat, on peut causer des torts, en tort. Les mesures de confinement, de manière générale, sont prises pour éviter que le virus se propage. Mais en même temps aussi, quelqu'un vous dirait que l'applicabilité de ces mesures dans certains milieux, dans certains environnements, peut poser des problèmes. Tout à l'heure, je disais que 86% des travailleurs en Afrique se trouvent dans le secteur informel. Aujourd'hui, vous et moi, nous avons le luxe de faire notre travail et en le faisant en ligne, sans pour autant se lever et aller chercher ce qu'il faut pour nourrir nos familles. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas cette possibilité. Sont obligées de se lever, d'aller sur place. Et donc, en faisant ces déplacements, bien entendu, il y a un risque. Donc, il faut aussi dire que tous ces dirigeants, tous ces décideurs ont été dans des situations dans lesquelles il fallait prendre des décisions difficiles. Et nous pensons que la plupart de ces décisions ont été prises dans une bonne intention, celle de sauver nos populations et de les aider. C'est ce que je disais tout à l'heure en disant que c'était des mesures courageuses, quelquefois qui ont été prises à des moments qui étaient assez difficiles. Mais quelqu'un dirait aussi que si ces mesures n'avaient pas été prises, les conditions auraient été encore plus catastrophiques. Certains d'entre vous ont dû voir des projections qui ont été faites au départ de la pandémie. Et ces projections ne tenaient pas compte, en grande partie, de certaines décisions qui ont été prises pour arrêter donc la propagation, arrêter que le virus se propage. Donc, on peut être là en train de regarder ce qui s'est passé et de faire des analyses et peut-être avoir raison. Mais il faut surtout penser au moment où ces décisions ont été prises, les enjeux qui se posaient. Donc, des deux côtés, on perd. Quand on prend ces décisions, on les prend rapidement, on peut arrêter le fléau. Mais en même temps aussi, il y a des conséquences économiques qui suivent. Quand on ne pense pas à ces conséquences, donc quand on pense uniquement à ces conséquences économiques et qu'on ouvre tout, il y a le fléau donc, qui est là et qui tape. Et on se retrouve dans une situation dans laquelle, en fait, si on n'est plus là, on n'a pas justement l'opportunité de récolter ces gains économiques. Donc, c'est vraiment des calculs, je veux dire, c'est des décisions difficiles. On ne peut pas donner une raison, à une partie comme une autre. Donc, des deux côtés, il y a un point, des deux côtés, il y a un point de vue qu'on peut comprendre. Absolument. Merci. Nous avons une question de Abdou Zouré qui travaille à Burkina 24. Deux questions. Alors, la première. Au Burkina Faso, le pays totalise aujourd'hui près de 1500 cas, avec plus de 300 cas actifs à la date du 12 septembre. Quelle perception avez-vous de la prise en charge de la pandémie au Burkina Faso? C'est la première question qui nous est posée. Et la seconde question de M. Zouré, c'est, et je vous remercie M. Zouré de poser cette question, ce n'est pas une question délicate, mais elle est importante. Sans faire de langue de bois, les vaccins promus par la Fondation Bill et Melinda Gates ne sont pas bien perçus au niveau des populations. Quelle garantie pour lever ces préjugés? Très bien. Je vous remercie des deux questions. Dans cette conférence de presse, je ne voulais pas me focaliser sur un pays spécifique parce que franchement, en ce moment, je pense plutôt à l'Afrique. Bien entendu, nous couvrons le Burkina Faso et toutes les informations que nous avons recueillies de la manière dont cette crise est en train d'être gérée au Burkina Faso sont assez encourageantes, tenant compte justement des difficultés que connaît ce pays avec l'insécurité, avec les moyens qui ne sont pas
toujours ce que le pays aurait souhaité. Mais notre expérience avec ce pays et ses dirigeants, c'est qu'ils se battent. Vraiment, ils se battent. Et donc, je crois que je vais m'arrêter là parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour faire de la politique. Et ça, je l'envoie à tous les dirigeants du pays, du continent, parce que notre constat a été que, de manière générale, ils ont bien géré, en fait, cette crise avec des moyens difficiles. Alors, la problématique du vaccin. Je vais d'abord dire que certaines choses qui se disent à propos des vaccins sont extrêmement dangereuses. Parce que on a tendance à oublier en fait les bienfaits des vaccins. Il y a seulement quelques semaines, nous avons célébré une Afrique sans forme sauvage de la polio. Donc, la polio dans sa forme sauvage a été éradiquée dans le continent africain. Ce n'est pas arrivé par hasard. C'est une lutte que notre fondation et beaucoup d'autres partenaires, c'est une lutte dans laquelle nous nous sommes engagés depuis plusieurs années, plus d'une dizaine d'années. Une lutte où on a mis tous nos moyens et avec la grâce de Dieu, cette année, nous avons célébré cela. Et vous pensez que c'est arrivé par hasard? Ce n'est pas arrivé par hasard. Il y a eu des campagnes de vaccination à l'appui. Regardez les résultats de Gavi depuis que Gavi a été créé, l'Alliance sur le vaccin. Regardez la mortalité infantile et l'impact que les vaccins ont eu sur la mortalité infantile. Et je ne comprends pas pourquoi ce débat, si les résultats sont là et c'est scientifiquement prouvé. Aujourd'hui, vous venez de me poser des questions sur les vaccins qui vont être disponibles pour arrêter le Covid. Donc, si les vaccins n'étaient pas importants, pourquoi vous me posez la question? Les vaccins sauvent des vies. C'est une réalité scientifique. Et en tant qu'Africain, ça me peine d'être là et d'avoir des personnes qui sont à des milliers de kilomètres, qui décident de s'investir dans ce continent pour réduire les fléaux auxquels nous faisons face. Et qu'est-ce qu'on a à côté? C'est donc des campagnes de dénigrement de l'importance des vaccins. Et le danger avec cela, c'est qu'en continuant à le faire, ceux qui auraient pu prendre le vaccin pour sauver leur vie refusent de le faire. C'est ça le danger. Les gens n'en parlent pas souvent. Il faut le dire. C'est un faux débat. Il faut accepter de le dire, c'est un faux débat. Parce que je vois que la conséquence de ce débat, c'est des pertes de vie humaine. Et ceux qui le font, n'ont peut-être pas eu directement l'impact de ce qu'ils font. Ils sont en train de tuer des gens. Vous m'excusez, je parle avec beaucoup de passion, mais c'est un problème que je ne peux pas comprendre. Ça fait 3 décennies que je m'investis dans le développement. Je ne peux pas comprendre pourquoi, s'il est prouvé que les vaccins sauvent des vies, on continue à avoir un débat sur l'importance des vaccins. Et ces mêmes personnes qui font des débats ont été sauvées par des vaccins, c'est pour cela qu'ils sont là aujourd'hui et qu'ils en parlent. Donc, pourquoi les questions sur le vaccin, sur le Covid? Voilà, je suis un agent de développement, ça c'est ma passion. Quand on rentre dans un sujet dans lequel on met la vie des personnes en danger, je n'ai pas le choix, je suis obligé de parler.
Merci. Et 30 ans, c'est suffisamment de temps certainement pour réaliser l'impact que les vaccins ont sur les populations. Je réponds rapidement à Élisée qui avait à nouveau une question sur les vaccins. Je pense que la réponse fournie par cher Oumar vous convient, Élisée. Nous avons une question maintenant de Issa Napon qui travaille pour la télévision nationale du Burkina, qui nous demande quelle est la politique potentielle de la Fondation vis-à-vis des pays africains qui ont la capacité de produire des médicaments à base de plantes afin de les accompagner à rendre leurs plantes beaucoup plus utiles. Donc ça, il y a eu beaucoup de questions autour de ça. Le président de Madagascar, on parlait de traitements à partir des plantes. Et Monsieur Napon a également une seconde question. Est-ce qu'un accent ne pourrait pas être mis sur le curatif à base de plantes médicinales africaines, surtout que les scientifiques s'accordent à proposer un vaccin dans 1 an et demi au moins? Écoutez, ça c'est un aspect scientifique pour lequel je suis prêt à en discuter avec nos collègues qui sont dans un département qui ne fait que ça. Mais je vais préciser une chose qui est très importante. Notre philosophie du développement, c'est de savoir d'abord les besoins des populations que nous tenons à accompagner. Ensuite, de travailler avec des partenaires qui sont engagés comme nous et qui complètent les activités dans lesquelles nous ne sommes pas spécifiquement engagés. Donc, ça inclut bien sûr des scientifiques, des partenaires au développement qui sont dans des secteurs un peu plus diversifiés que les nôtres. Et donc, nous sommes prêts à prendre toutes ces idées, à travailler avec ceux qui ont des idées concrètes par rapport à ce qu'ils disent et de les étudier. Donc, ça, c'est un peu la flexibilité que nous avons comme fondation. Notre objectif, c'est d'accompagner les pays que nous suivons en matière de santé et en matière de réduction de la pauvreté. Donc, nous sommes prêts à écouter toutes ces idées, à se mettre autour de table et donc de suivre ces idées. Et donc, parmi ces idées, s'il y a des idées qui ont déjà commencé au sein de la fondation pour lesquelles il faut les relancer, nous les ferons. Donc, mon message ici, c'est un message de flexibilité en disant que nous sommes prêts à prendre toutes les idées que vous avez pour travailler avec vous et d'autres partenaires pour que ce soit une réalité. En ce moment, une bonne partie donc, des engagements que nous avons, c'est avec des institutions déjà établies et qui ont fait leurs preuves sur certains aspects. Parce que vous savez, quand on s'engage sur quelque chose, on veut d'abord s'assurer que ça marche. Et donc, pour des choses que nous n'avons pas encore testées, nous sommes ouverts à cette conversation et pour aller de l'avant. Donc, vraiment, je crois que c'est mon plus grand message. Notre objectif, c'est de faire du développement et d'accompagner les pays africains. Donnez-nous nos idées, asseyez-nous autour de cette table et travaillons ensemble pour trouver des solutions. Donc, je pense que cette réponse convient à Mamadou Siré qui avait également une question dans la même veine sur l'utilisation de l'artémisia en Guinée. Je pense que vous avez donc votre réponse, monsieur Savané. Nous avons une autre question de l'Iradan Philippe Ada qui vous demande: est-ce que la Fondation a un mécanisme de contrôle pour s'assurer que les vaccins vont profiter aux populations des pays bénéficiaires? Je le dis à cause de la gangrène chez nous qui est la corruption et le détournement. C'est souvent, c'est une problématique du développement que la Fondation et toutes les institutions qui travaillent dans le développement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait 30 ans que je fais du développement, donc il faut faire face justement à cette dynamique dans les pays dans lesquels nous travaillons. Nous nous assurons toujours dans nos projets nous regardons toujours l'impact de nos projets. Et ils sont conçus de sorte que on essaie dans la mesure du possible, parce qu'en fait, ce n'est pas une problématique simple, mais dans la mesure du possible, de s'assurer qu'il y a la qualité sur ce que nous finançons, en travaillant au départ et à la fin des actions que nous prenons, et ensuite
nous évaluons nos projets régulièrement pour nous assurer justement que nous atteignons nos objectifs de développement. Donc, c'est pas différent de ce que font les autres institutions de développement. J'ai des moyens de comparaison parce que c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Mais avant de lancer un projet, quel que soit le projet, nous sommes très diligents sur le choix de nos partenaires. Nous sommes très diligents sur la qualité qui revient des projets que nous finançons. Et nous ficelons nos projets en sorte que ceux qui sont supposés être les bénéficiaires de ce projet soient les bénéficiaires. Donc, c'est une réponse générale que je peux donner et qui est valable pour tous nos projets. Alors, est-ce qu'une institution de développement, de façon générale, ou une fondation peut se retrouver dans une situation dans laquelle, malgré toutes ces bonnes intentions, les résultats ne sont pas exactement ce qui sont escomptés? C'est possible. Et on le voit partout. Mais notre intention et le travail que nous faisons est faire en sorte qu'on puisse éviter justement ces abus. Nous avons une question de Christine Gay qui travaille pour Sputnik, l'agence de presse russe, qui nous demande que pensez-vous de l'annonce concernant le vaccin russe. Et je vais en profiter également pour vous poser une seconde question que nous avons reçue de la part d'un journaliste du Burkina qui vous demande la pandémie a fini de prouver la fragilité de nos systèmes sanitaires. La Fondation intervient-elle sur l'amélioration des plateaux techniques? La réponse à la dernière question, c'est oui. Donc, c'est pour cela que nous sommes là. Il faut travailler donc sur les questions de santé qui se posent, mais il faut surtout renforcer les systèmes de santé pour éviter justement qu'elles soient dégradées au point où elles ne peuvent pas accompagner les populations qui viennent justement pour se soigner. Et il faut aussi anticiper les pandémies et il faut faire le renforcement des capacités sur ce point de vue. En fait, quand je pense à cette pandémie, nos premiers investissements ont été faits avec l'Africa CDC. En fait, si je peux traduire, c'est l'Institut africain, c'est le Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà. Désolé, quelquefois, donc voilà, donc il fallait que je fasse cette introduction. Donc, ils ont été des partenaires privilégiés et la plus grande partie du travail que nous avons fait avec eux, c'est de les aider justement à renforcer leurs capacités, soit au siège ou donc les centres régionaux en fait qui les accompagnent. Pour la question du vaccin russe, franchement, je ne suis pas un scientifique. Je ne suis pas un scientifique pour donner un avis sur cette question. Donc, je sais qu'il y a eu une annonce et que nous la suivons tous. Quand il y a une annonce de vaccin, quelle que soit la provenance du vaccin, mon souhait toujours, c'est que ça puisse être un vaccin qui puisse régler le problème des populations qui sont ciblées. Donc, je ne suis pas un scientifique pour y donner un avis. Nous allons prendre deux dernières questions, parce que je voudrais être sûre qu'on ait suffisamment de temps pour les remarques, pour la conclusion. Nous avons une question de Peter Ngoyi, qui travaille pour le journal La Prospérité à Kinshasa, qui vous demande comment expliquez-vous la priorité accordée à la COVID-19 dans un contexte où il y a plusieurs pathologies ayant un degré et délai de létalité plus grand que le COVID-19, mais au sujet desquels il n'y a pas un certain degré de riposte. Sommes-nous dans une sorte de grossissement médiatique où le COVID serait réellement en train de battre le record des dégâts parmi toutes les pathologies existantes? Écoutez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Merci pour la question. C'est ce que je disais au début en fait, de cette conférence de presse, en mettant l'accent sur le fait qu'il y a le COVID qui s'est installé, mais il y a eu d'autres maladies qui étaient là et il y a eu d'autres soins de santé qui sont aussi prioritaires. Effectivement, et ça c'est l'un des enseignements qu'on a eu après l'Ebola, où en fait, dans certains aspects de la santé, on a connu beaucoup plus de dégâts que le fléau qu'on voulait combattre en premier lieu.
Donc, ce n'est pas... Donc, c'est une bataille, et comme je disais, sur tous les fronts. Donc, ces soins de santé, on ne doit pas les négliger. Parce qu'effectivement, on peut avoir plus de dégâts sur ces soins qu'on a négligés sur des maladies qui étaient là que le Covid même. Mais par contre, ce n'est pas aussi dire que le Covid, il faut le négliger. Donc, c'est une question de balance. Et c'est un travail qui doit se faire sur tous les fronts, y compris le troisième pilier, l'aspect économique. Donc, et souvent, quand je vois un débat autour de ces choix, ça m'inquiète. C'est comme si, en fait, on doit se focaliser sur un aspect en oubliant les autres aspects. Et donc, c'est ce message que je voulais, en fait, souligner tout à l'heure. C'est qu'en fait, c'est une bataille sur tous les fronts. Et la dernière question que nous allons prendre pour le moment, c'est une question de Malik Diawara du Point Afrique. Envisagez-vous d'accompagner les pays africains dans le développement de chaînes de valeur médicale et pharmaceutique locales? Si oui, comment? Ceci présenterait l'avantage d'avoir un impact de santé, mais aussi économique, permettant à l'Afrique de construire progressivement son indépendance, voire sa souveraineté sanitaire. Je donne la même réponse que j'avais donnée tout à l'heure en disant que nous avons des axes d'intervention qui sont assez spécifiques. Et si donc ces axes d'intervention ne sont pas suffisants et qu'il y a des idées autour de ce que nous pouvons faire de façon spécifique, tant qu'en fait que c'est des problèmes de développement à régler, y compris donc améliorer la santé des populations africaines, nous sommes prêts à être autour de cette table. Donc, je ne voulais pas être très spécifique en disant tout ce que nous finançons, en sachant que donc, de manière générale, c'est l'assistance technique, c'est le soutien aux partenaires, et ça, je voulais aussi le souligner, dans le cadre de notre stratégie Afrique, nous essayons dans la mesure du possible aussi de soutenir les partenaires locaux, sachant justement que l'un des grands secrets du développement, c'est le renforcement des capacités de ceux qui sont sur place. Pour avoir un impact sur le développement qui fait une différence, il faut que ceux avec lesquels on travaille soient impliqués sur le programme que nous essayons de mettre en place, donc qu'ils soient investis sur ces programmes, mais aussi que ces programmes soient exécutés avec eux, pour eux. Et donc, ça, c'est un axe très important de notre stratégie Afrique. Donc, nous sommes prêts à être autour de cette table pour revoir toutes ces idées. Si ça peut être des axes sur lesquels nous investissons déjà, mais si c'est des axes sur lesquels nous ne sommes pas investis, nous sommes prêts à les revoir et à donc les soutenir. C'est ça notre mission, c'est de faire du développement. Merci beaucoup, cher Omar. On a touché à beaucoup de sujets. C'est évidemment un sujet, un thème qui touche tout le monde sur cette planète. Et je pense que je vous remercie infiniment d'avoir répondu à toutes ces questions, que ce soit au niveau des vaccins, au niveau de l'impact économique, au niveau de la vision de la Fondation. Nous avons plusieurs questions qui n'ont pas été, malheureusement, on n'a pas le temps de pouvoir y répondre. Monsieur Compaoré, j'ai bien noté votre question. On revient vers vous. Monsieur cher Omar, je vous laisse clôturer cette session avec vos conclusions. Merci. Mais je vais conclure tout simplement en vous remerciant, Elouine et tout le monde, d'avoir pris le temps de venir nous écouter. De prendre aussi le temps de lire ce rapport qui est extrêmement important parce que, vous savez, dans le développement, on se fixe toujours des objectifs. L'utilité de ce rapport et des rapports que nous avons chaque année, c'est de dire, ben, voilà ce qu'on avait promis de faire, voilà où est-ce qu'on en est, et de donner des idées sur ce qu'on pourrait envisager. On ne peut pas faire du développement sans avoir une idée de ce qu'on est en train d'accomplir. Vu l'importance de ce genre de rapport, et donc le dernier mot pour ce rapport, c'est de dire que ce monde, et donc nous l'avons tous vécu, que le Covid a eu des conséquences désastreuses sur nos économies et sur la santé
C'est le moment de prendre note de ces conséquences et de voir dans quelle mesure on peut travailler pour relever les défis, y compris des défis qui avaient été relevés pendant toutes ces années. Avec ça, je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Merci. Merci, cher Omar. Merci à tout le monde. Passez une excellente après-midi. À très bientôt. Merci. Merci.